Les autorités ukrainiennes, vous le dites donc, annoncent le début de l'offensive russe dans l'est du pays. Il y a des combats à Roubijne et Popasna, notamment dans la région de Lougansk, c'est dans le Donbass. Voilà ce que dit le gouverneur ukrainien de la région sur Facebook. C'est l'enfer. L'offensive a commencé, celle dont on parle depuis des semaines. Information confirmée également à l'instant par le président Volodymyr Zelensky. Nous pouvons maintenant affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, pour laquelle ils se préparent depuis longtemps. Une très grande partie de l'ensemble de l'armée russe est désormais consacrée à cette offensive. Je vais commencer par vous, mon général. C'est l'offensive tant redoutée, et ça y est, ça a commencé. C'est celle qui est annoncée depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant, qui avait même été annoncée par le chef d'état-major adjoint des opérations russes en disant qu'on allait se concentrer sur le Donbass. On ne voyait pas énormément de choses venir, en fait. On voyait un petit peu de mouvement de troupes. Mais manifestement, il faudrait avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe exactement. Mais si c'est annoncé tel qu'il paraît par le président Zelensky ou par les forces militaires ukrainiennes, ça veut dire quoi? Ça veut dire des bombardements intensifs. Et ça veut dire probablement une offensive aussi en parallèle, peut-être de chars qui sont en train de débouler sur Luhansk, en tout cas, c'est ce qui semblerait. Sergueï Girnov, ça paraît complètement fou de parler de cela avec une telle légèreté, mais il semble bien que Vladimir Poutine ait envie de tenir un calendrier, et son calendrier, c'est pouvoir dire le 9 mai, c'est ça? Le 9 mai, jour de l'anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale pour les Russes, pouvoir dire le 9 mai, nous avons vaincu le Donbass. Et on avait tous en arrière-plan, alors qu'on parle de guerre, on parle de milliers de morts, on avait tous en arrière-plan cette espèce d'image de Poutine s'exprimant à la télévision russe, qui aurait souhaité, on verra la tournure que prendront les choses, mais pouvoir annoncer sa victoire dans le Donbass dans quelques semaines. Absolument. Pour lui, c'est capital. Parce que depuis 10 ans, il a fabriqué de cette fête, je crois, l'événement le plus important de l'année. En fait, nous, on appelle ça la folie de la victoire. Parce que, en fait, c'est un truc... Ça s'est passé il y a 80 ans. Ça s'est passé il y a 75 ans. Donc l'Allemagne et la France sont devenus amis, partenaires en Europe, et la Russie était en train d'oublier ce volet historique. Et Poutine l'a réavivé et a utilisé pour galvaniser le patriotisme à l'intérieur de Russie. Donc pour lui, c'est capital. Le 9 mai, c'est capital. C'est pour ça d'ailleurs que là, il lance l'offensive. Mais rien n'est gagné. C'est pas parce qu'il lance actuellement qu'il va gagner. Il espère avoir gagné le conflit le 9 mai. C'est ça l'échéance qui s'est fixée. Disons qu'il espère l'avoir mieux préparé que ce qui s'est passé il y a 6 semaines. Et c'est réaliste, il y a 7 semaines. Et je pense qu'il a préparé surtout une annonce, en fait. Il va dire qu'il a gagné. Alors, je ne sais pas ce qu'il va gagner. Et il va gagner probablement Mariupol, ça nous allons voir, parce que c'est quand même très difficile. Et même dans l'état des choses, il pourrait dire qu'il a gagné Mariupol, qu'il a détruit toute la défense aérienne ukrainienne. Et quel niveau d'avance il va avoir, quel niveau d'avancée il va avoir dans le Donbass, ça c'est la grosse incertitude. Ouais. Les Ukrainiens vont se protéger, vont se défendre. Donc ce Donbass, on le voit à l'est de l'Ukraine, était déjà à demi occupé depuis 8 ans par l'armée russe. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que les unités venant du nord, les unités russes et du sud, ont réussi à prendre en sandwich finalement l'armée ukrainienne qui faisait front à l'armée russe? Est-ce qu'elle est prise en sandwich, en tenaille, cette armée ukrainienne? Pour l'instant, mais les heures qui vont venir, je parle sous le contrôle des uns et des autres, vont être déterminantes. On va voir ce qui va se passer, parce que l'offensive qui apparemment vient de l'Est, est-ce qu'elle va être confirmée par une offensive qui vient du Sud et une offensive qui vient du Nord? C'est toute la question qu'on va observer. Samantha de Bendern et ensuite à la police. Là, j'ai une dépêche qui vient de Kramatorsk, donc d'une personne qui est en charge de la sécurité de l'agence Reuters Ukraine. Et il parle d'attaques simultanées sur Izium, Tavaricheski, Popasnaya,
Rubizhne, et bien sûr que Mariupol continue. Mariupol ne s'est pas encore rendu. Il y a encore cette petite... Donc attendez, votre dépêche, parce qu'elle est très complémentaire des déclarations que nous venons d'obtenir du président Zelensky, etc., et même des agences officielles qui officient en ce moment en Ukraine, elle dit que dans plusieurs villes de l'Est de l'Ukraine et du Donbass, il y a, selon les habitants, des attaques concertées. Donc ça ressemble vraiment bien à la grande attaque annoncé. Alors, on est avec le général Dominique Trinquant. Merci beaucoup d'être avec nous. On le répète, donc, c'est le début de l'offensive russe dans l'est du pays. C'est ce qu'affirment Volodymyr Zelensky et les autorités ukrainiennes plus globalement. Il dit une très grande partie de l'ensemble de l'armée russe est mobilisée. Le gouverneur de la région de Lugansk dit c'est l'enfer. Il faut s'attendre à une attaque de très grande ampleur. C'est presque une deuxième guerre qui s'enclenche là. Écoutez, c'est l'offensive annoncée depuis longtemps. Maintenant, les observateurs sont un peu surpris parce que l'impression était que l'armée russe n'était pas encore prête pour cette offensive. Elle n'avait pas regroupé les forces nécessaires. Il faut qu'elle ait un rapport de 1 à 3, voire 1 à 4 pour pouvoir l'emporter face aux défenses ukrainiennes qui sont extrêmement bien préparées depuis 2014. Donc, on pensait qu'ils attendraient d'avoir concentré plus de forces. Maintenant, peut-être la Russie n'arrive-t-elle plus à concentrer ses forces et lance-t-elle ses attaques maintenant en ayant un rapport de force inférieur, ce qui confirme ce que j'entendais dire sur le plateau, c'est-à-dire que rien n'est gagné. Actuellement, des offensives de l'Est, mais au nord, à partir du nord, la progression a été très difficile depuis plusieurs jours. Donc, je comprends bien que pour le 9 mai, il faille une victoire. Maintenant, il n'est pas certain que la victoire soit obtenue en la lançant dans les conditions dans lesquelles elle est lancée actuellement. Tout ressemble à une espèce de tapis d'artillerie. C'est qu'on a l'impression que quand même, il s'agit de bombardements. Voilà, on n'est pas certain qu'il y ait un engagement au sol des chars de l'armée pour l'instant, non ? Oui, je suis d'accord avec vous. L'offensive de l'artillerie, j'allais dire, qui va préparer et qui va probablement tenir, même si le terme n'est pas tout à fait exact, le terrain est possible et ça peut durer longtemps avant qu'il y ait une attaque, une véritable attaque au sol. Parce qu'il faut avoir des forces considérables au sol pour arriver à submerger et enfoncer les forces ukrainiennes qui sont très bien préparées. Donc il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, cette offensive est annoncée par le président Zelensky, marque le fait qu'il dit depuis plusieurs jours qu'il faut absolument renforcer en livrant de l'armement pour que les Ukrainiens ne perdent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait une offensive au sol immédiatement qui suive la préparation d'artillerie. Nous vous gardons au chaud quelques instants, si vous êtes d'accord, mon général. Beaucoup souhaitent réagir dans le studio à cette information que nous avons apprise, je le rappelle, à 21h50. C'est l'enfer, disaient les officiels à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass et dans l'est de l'Ukraine. Un déluge de feu semble s'abattre aujourd'hui dans plusieurs grandes villes du Donbass. C'est la grande offensive qu'attendaient beaucoup d'experts sur l'est de l'Europe lancée par l'armée russe. Restez avec nous, mon général. Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait justement le général Trinquant, Sergueï. Il parlait de l'impréparation de l'armée russe. C'est vrai qu'on en a parlé, des problèmes de ravitaillement, du problème de la morale des troupes. Est-ce que vraiment ils sont prêts là ? Pendant quelques semaines, il y a eu un moment de latence, je dirais, et puis là, ils se lancent. Mais est-ce que vraiment ils sont prêts ? À mon avis, non. À mon avis, non, parce que déjà, il n'y a pas une énorme concentration de force. Parce que les Ukrainiens face aux Russes, il y avait entre 30 et 40 000 hommes, déjà, dès le début de la guerre. Les Ukrainiens ont réussi, j'espère, transférer aussi une partie de leurs troupes de la région de Kiev vers Donbass. Ça veut dire que les Ukrainiens sont peut-être au niveau de 50 000. Et le groupement actuel des Russes dans le Donbass, c'est 60 000. 60 000 contre 50, c'est pas énorme. Et en plus, on a entendu les gens qui étaient rapatriés dans les régions frontalières pour se ravitailler, se reposer un peu, se requinquer avant la grande attaque. Apparemment, le moral était à zéro. Ils ne voulaient plus repartir. Il y avait des gens qui ont signé
Est-ce que Poutine vient cette fois-ci avec des unités d'élite, avec du matériel, des chars? mêmes. On a vu C'est- que les chars engagés n'étaient pas les chars de dernière génération. Non. Donc qu'est-ce qui va sortir des chars plus Non, modernes? Non, il est pas, c'est pas un magicien. Il a toujours la même armée, il a toujours la même chose. La seule différence, ce qu'on a vu aujourd'hui, par exemple sur Lviv, il a bombardé depuis la région de la mer Caspienne. Ça veut dire qu'il a utilisé, paraît-il, les mais j'en missiles doute à un moyenne portée qui sont à 2500 doutez, km. Oui, je pense pas que ça vienne de la mer Caspienne. Bah, c'est ce qu'il a fait quand il a fait en Syrie. Hein. En Syrie, il a utilisé la même chose. Hein. Ça fait loin. Anna Poedi, vous êtes ukrainienne et vous regardez abasourdi cette grande offensive russe se déclencher ce soir. Je ne dirais pas que je suis tellement abasourdie parce que nous ne sommes pas surprises du tout par rapport à cette offensive. On l'attendait. Et justement, on l'attendait depuis quelques jours et les questions se posaient, mais pourquoi elle n'attaque pas? Parce que normalement, dans l'armée, pendant la guerre, on ne fait pas traîner les décisions comme ça. Si on décide d'attaquer, on attaque. On ne va pas rester une semaine à réfléchir. Mais en effet, il y avait beaucoup de réflexions. C'est ce qu'on a, comme ça, reçu les bruits de discussions, de différentes discussions. Apparemment, l'état-major russe hésitait. Il ne savait pas quoi faire parce que les uns disaient qu'il faut y aller, parce qu'il faut faire quelque chose, il faut avancer au moins quelque part, parce que, comme vous avez remarqué tous, depuis quelques semaines, rien n'a changé vraiment. Et surtout, même l'armée ukrainienne progressait, elle récupérait quelques villages, quelques localités. Donc ça, et surtout, bien évidemment, l'histoire dans la flotte, la perte de croisier Moskva qui a coulé lamentablement, qui était bien évidemment détruite par le pays qui n'a même pas la flotte, ce qu'ils ont dit, les Russes ont annoncé ça partout. Donc ça a mis aussi un coup de massue sur la tête de l'état-major et aussi du gouvernement russe. Et surtout, et les autres disaient, mais si on avance, si on attaque tout de suite, donc c'est suicidaire parce qu'on va perdre les restes de ce que nous avons encore qui peut avancer un peu quelque part. Donc aujourd'hui, je pense que la décision a été prise un peu d'une manière hystérique. C'est un peu la décision, il faut y aller coûte que coûte parce qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on montre au moins un petit avancement. C'est pas idiot, hein, Il y a théorie. aussi... Alors, on me dit qu'on Jamais nous attend idiot. depuis Kiev. Donc, priorité à notre envoyé spécial à Kiev. Bonsoir, Charline Hurel. Les autorités ukrainiennes, bien sûr, s'y attendaient à cette attaque. Oui. Alors, je crois qu'il y a un petit Oui, problème pardon, de... alors, on a une connexion qui... Connexion. On a une connexion qui est assez mauvaise parce qu'en fait, vous pouvez le voir, on est en fait en intérieur parce que c'est le couvre-feu actuellement à Kiev. Alors en effet, on s'y attendait parce que le président Zelensky se disait qu'il y avait une offensive majeure qui serait imminente dans l'est du pays, notamment dans le Donbass. Ça fait une semaine qu'il le répète. Et donc cette annonce ce soir qu'elle serait donc en train d'être faite. Alors surtout la question désormais, c'est qu'est-ce qu'une offensive? Qu'est-ce qu'il se passe exactement dans l'est du pays? Alors évidemment, ça commence par des bombardements intensifs parce que finalement ces bombardements avaient commencé depuis quelques jours et puis ensuite lorsqu'il y a ces bombardements intensifs il y a des troupes au sol qui viennent ensuite. Le Donbass c'est une région extrêmement stratégique évidemment pour la Russie mais aussi pour l'Ukraine. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est une zone industrielle importante, c'est là qu'est fabriqué le charbon et l'acier et puis surtout pour les Russes c'est une manière de prendre une assise sur la mer d'Azov et puis aussi de faire une jonction terrestre vers la Crimée qui contrôle déjà notamment avec la prise de Mariupol. Donc vous l'avez compris, un assaut qui est décisif, notamment aussi qui serait un coup porté à la fois militaire et économique pour le pays, pour l'Ukraine. Merci Charline Hurel, merci beaucoup. Bien évidemment, vous restez en éveil. S'il y a des éléments nouveaux ce soir à Kiev, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous interrompre. J'ai l'impression que le processus est lancé et que tout au long de cette soirée, eh bien, nous allons apprendre beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Je vous rappelle que nous avons découvert peu avant 22h ce soir, nous avons appris que l'enfer, le mot enfer a été utilisé par les autorités ukrainiennes,
un véritable déluge de feu s'abattait sur plusieurs villes de l'est du pays, essentiellement dans le Donbass. Samantha de Bendern. Alors, il y a deux facteurs qui auraient pu précipiter les choses. Aujourd'hui, les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient donc faire sortir les Ukrainiens, qu'ils vont entraîner pour l'utilisation des armes lourdes que les Américains vont donner aux Ukrainiens. Donc il y a peut-être un désir des Russes de vite frapper avant que ces Ukrainiens ne reviennent bien entraînés. Ensuite, Allah a mentionné la Moskva. Ce qu'on voit dans les réseaux sociaux russes aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens s'interrogent sur ce qui s'est passé. J'ai vu ce navire, donc ce grand oui, navire, ce grand navire qui a coulé. Ce grand navire qui a coulé, que les Russes nient avoir fait naufrage à cause d'un missile ukrainien. Juste un exemple du genre de poste qu'on voit dans les réseaux sociaux russes. Un homme qui dit « Mon fils est mort, mon fils est mort, mon fils était un conscrit, il est mort dans ce navire, dans ce naufrage. On ne me dit pas la vérité. J'ai perdu un fils dans des conditions les plus abjectes. Je veux connaître la vérité. Je n'ai plus rien à perdre. » Et ce genre, ça, c'est le père d'un marin du Moskva. Le père d'un marin du Moskva. Et les veuves, les parents commencent à recevoir des informations sur leurs fils qui ont disparu. Compare ça avec les versions officielles. Et donc, on commence, si vous voulez, un mensonge peut durer, mais pas pour toujours. Vous savez, on peut mentir à certaines personnes pendant un certain temps. On ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Et surtout aujourd'hui, dans ces conditions Voilà. où tout est ouvert et transparent, et on voit tous ces soldats, les marins, ils sont aujourd'hui portés disparus. Alors attendez. On va y revenir. Le général Trinquant, Général Trinquant est avec nous quand même. Merci d'être resté chez vous. Mon général, une notion intéressante qui vient d'être implémentée dans le débat. On a parlé tout à l'heure du désir de Vladimir Poutine d'emporter une victoire avant la fameuse date anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour les Russes du 9 mai. Bon, c'est le premier élément, ça semblait un peu léger, mais on l'a mentionné dans le débat. Mais à l'instant, quand même, Samantha de Bendern nous dit, mais attention, il y a aussi cette course contre la montre, et les Américains ont annoncé qu'ils allaient exfiltrer des Ukrainiens, les former au maniement, à l'utilisation de nouvelles armes très performantes. Déjà, on a vu ce que les armes moins performantes faisaient sur l'armée russe, mais les Russes doivent se dire, si en plus on nous met des milliers de dispositifs face à nous, Américains, Français, Européens, de toute nature, il faut peut-être anticiper un peu l'offensive sur le Donbass. Est-ce que c'est possible, ça? La peur que pourraient avoir les Russes de ces nouveaux équipements militaires? Non, mais il est certain qu'il y a une course contre la montre entre la montée en puissance russe et la montée en puissance ukrainienne. Et les frappes que nous avons vues ces derniers jours sur les usines de fabrication et les centres logistiques ukrainiens par les Russes avaient pour objet justement de ralentir la montée en puissance ukrainienne. Donc aujourd'hui, les Russes, suivant tous ces éléments-là, et suivant la pression du président Poutine, très certainement, qui a en tête la fameuse date pour crier victoire, se disent il faut attaquer. Moi, mon impression, j'ai l'impression quelques personnes sur le plateau également, c'est qu'ils font ça un peu dans la précipitation. Le général qui a pris le commandement il y a une semaine maintenant a dû être un peu bousculé en disant écoutez, il faut que je monte en puissance, et on lui dit non, il faut commencer maintenant. Donc il n'est pas impossible que l'offensive commence par ces frappes massives d'artillerie avant que les forces arrivent concrètement, parce que si vous voulez, les frappes d'artillerie ou de missiles, c'est très bien, mais ça n'occupe pas le terrain, et il faut absolument qu'il y ait des forces pour occuper le terrain. Or ces forces, a priori, ne sont pas encore toutes en place pour le faire. Donc cette première phase peut durer un peu, et s'ils sont vraiment sous la pression et qu'ils veulent attaquer, il n'est pas impossible que les Ukrainiens puissent tenir fermement et que la montée en puissance ukrainienne continue. Alors, combien de temps tiendront-ils? On verra ça, bien sûr. Mais juste avant, Volodymyr Zelensky vient de s'exprimer à l'instant. Il annonce donc le début de la bataille dans le Donbass. On l'écoute tout de suite. Nous pouvons maintenant affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, pour laquelle ils se préparent depuis longtemps. Une très grande partie de l'ensemble de l'armée russe est désormais consacrée à cette offensive.
Voilà. Et Bon. puis il dit aussi, peu importe combien de soldats russes sont amenés jusqu'ici, nous combattrons, nous nous défendrons. C'est la même chose qu'il a dit d'ailleurs pour Mariupol. Il a appelé son pays à ne rien lâcher. C'est encore à l'image de cette résistance qu'on constate depuis le début, 54e jour, et toujours cette volonté d'aller jusqu'au bout. Encore plus persuadé, encore plus de volonté, et toujours la même affirmation. On ne lâchera pas 1 centimètre de notre terre, et même on ira beaucoup plus, on récupérera tout ce que nous avons perdu en 2014. Général Patrick Dutartre, finalement, cette offensive là, sur la base de ce que nous connaissons, c'est-à-dire pas grand-chose, elle me paraît pas placée pour les Russes sous de très bons augures. Les Russes sont soucieux d'avancer vite parce qu'ils ont peur peut-être des nouveaux armements que les Ukrainiens vont recevoir, parce qu'ils n'ont pas eu de victoire depuis plus de 50 jours. Donc on déclenche une offensive. C'est pas vraiment un peu à la va-vite. Moi, c'est également mon sentiment. Enfin, je partage ce que dit Dominique, Samantha et Hila, c'est qu'il y en a plein de faisceaux qui font que ça ressemble à un peu de précipitation. Effectivement, le nouveau chef responsable des opérations, il nommé depuis une semaine, il ne se passe rien. 2, on a attaqué tous les centres logistiques parce qu'on voit, on n'a pas envie que l'armée ukrainienne monte trop vite en puissance. 3, il faut quand même du temps pour reconfigurer les forces russes à l'Est. 4, il y a le fait que le bateau, le Moskova, ait été coulé en mer Noire, ce qui est quand même, avec tout ce que ça implique à la fois sur le plan politique, stratégique, et puis sur le plan de l'opinion russe. Et les éléments 5, les éléments qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que c'est pas uniquement du côté de Luhansk, c'est également sur Izium, c'est tous les sites que vous venez de citer, Samantha. Et Izium, c'est important parce qu'il y avait pas mal de forces qui étaient dans le coin, en fait, et qui étaient en stand-by. Si effectivement elles descendent vers le sud, elles peuvent prendre en partie à revers certaines forces. Cela dit, les Ukrainiens sont au courant de ça. On peut voir une carte d'ailleurs, Izium qui est juste au-dessus du Donbass. Absolument, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Si on voit une sorte de manœuvre d'encerclement, vous voyez Izium au nord, là il a le champ libre en fait pour descendre au sud. En tout cas, c'est un territoire qui est pour l'instant ukrainien. Même chose si ça remonte du côté entre Mariupol et Donetsk, là ça remonte de ce côté-là, et puis une force de l'Est, c'est important. Et puis la dernière course contre la montre, c'est effectivement l'annonce de Biden il y a quelques jours en disant on va remettre 800 millions de dollars, on va amener de nouveaux armements et tout ça. Et donc l'état-major dit oh là, mais il ne faut peut-être pas qu'on attende trop longtemps parce que sinon on va avoir des forces en face de nous qui sont importantes. Donc ça fait quand même un faisceau d'éléments et donc concentration des forces, bombardement aérien, bombardement d'artillerie. Est-ce qu'il va y avoir des mouvements de troupes? C'est ça qui va être déterminant. Et on apprend à l'instant que les Russes ont donc repris Kremina. Kremina, je ne sais pas si vous connaissez, Sergueï ou Ala, une ville de 18 000 habitants qui est tombée après 3 jours de combat. Et maintenant, les combats, on le disait en début de cette émission, font rage à Roubijne. Donc ça, c'est en Lugansk. Ce sont les petites localités en fait qui sont autour des grandes villes qu'on a données. Donc en fait, qui passent souvent voilà, d'un à l'autre. Souvent, les Russes annoncent qu'ils ont pris, puis les Ukrainiens le reprennent et annoncent d'avoir repris. Ce sont les images d'ailleurs de Roubijne où les combats font rage en ce moment. Mais de toute façon, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une activité d'artillerie qui est indéniable aujourd'hui. Et ça peut être une préparation à la grande attaque, ou tout simplement parce qu'il fallait faire quelque chose. Ça aussi, c'est possible. Et puis, il faut vraiment noyer le poisson de ce Absolument, navire qui a coulé, parce que là, maintenant, comme on en parle beaucoup dans les réseaux sociaux, il y a même un présentateur de télé propagandiste qui, avant-hier, a commencé à poser des questions sur la télé live en Russie en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce navire ?» et qui a évoqué le mot guerre. Donc, même la propagande commence à montrer des faiblesses. Ouais. Donc, on va vous montrer un extrait, effectivement. Ça, c'est très intéressant parce qu'on s'est attaché, et sur notre chaîne, David Pujadas le faisait également tous les soirs, à vous montrer l'hallucinante propagande de la télévision russe, en particulier de la première chaîne d'État, qui de temps en temps proposait qu'on lâche une bombe atomique sur Paris avec des experts et des généraux invités, qui de temps en temps proposait qu'on coupe l'électricité à tous les Ukrainiens, comme ça irait plus vite. Alors, voilà, donc on a eu une jeune... Et là, vous allez voir qu'on pressent que le ton change un tout petit peu. Regardez cet extrait.
Дальше, что касается денацификации и так далее, это дело самих украинцев. Мы не можем за них там все это делать. Ты говоришь, 1,5 миллиона надо? Я приводил цифры, какие мы использовали в Германии, в Восточной Германии, где население было на порядок меньше. Мы что, хотим влезть туда в Новый Афганистан, только еще хуже. Там население больше. И оно более продвинуто в плане обращения с оружием. Нам это не надо. Хватит мы вот это сам. Армия выполнила задачу. Пусть работают дипломаты, какие-то другие структуры и решает эти задачи. Армия, я еще раз говорю, 101 раз, не может быть инструментом решения всех задач. Une question. En gros, il dit laissons tomber la guerre en Ukraine, on arrête avec la guerre. Est-ce qu'il risque gros là en disant Il ça risque rien du tout actuellement parce qu'en fait, il y a le vent qui a changé. Le vent qui a changé parce que cette émission-là, vous savez, c'est les gens qui sont comme des chiens. Et en fait, ils reniflent ce qui est dans l'air. Ils ont compris qu'actuellement, ils pouvaient le dire parce qu'ils pouvaient déjà critiquer le pouvoir politique et militaire. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est pas la première fois. Là, vous donnez un exemple d'aujourd'hui, mais on a vu ça hier, avant-hier. Il y a eu un Jacques Nazarov qui est intervenu, qui était beaucoup plus critique encore, un célèbre metteur en scène russe du cinéma qui a dit, et voilà, vous avez entendu, il a prononcé le mot Afghanistan. Afghanistan. Vous voulez quoi, de nouvel Afghanistan? Mais il y a plus de gens là-bas. Voilà. Oui. En fait, ce que je pense aujourd'hui, comme ils sont quand même en échec assez évident, surtout avec le vaisseau amiral qui a coulé et ça a suscité toute une émotion en Russie, et ils ont commencé à chercher le coupable, parce qu'il faut un coupable de cet échec. Ils voient qu'ils ne vont pas gagner. Ils comprennent déjà, l'état-major comprend. Donc, il faut un coupable, et ce ne sera pas, bien évidemment, un président Poutine, parce que c'est impossible, il est gagnant. C'est seulement quelqu'un qui est gagnant. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a la recherche. On commence à parler qu'il y avait les erreurs. Les généraux nous ont amenés dans une sorte d'opération spéciale qui n'amène pas à succès. Donc, peut-être il y a eu les traîtres, peut-être il y a eu une 5e colonne au sein même de l'état-major russe. Donc, et je pense que ce que Sergueï évoquait, ça donne un peu ces signes de recherche, de sortie de la crise un peu différente. Samantha, puis Yves Tréhard. Samantha. C'était dans cette même émission donc, que le mot guerre a été prononcé et un colonel à la retraite a été interviewé. Il a dit, écoutez, sur cette histoire du navire qui a coulé, il y a 2 versions. Il y a la version officielle selon laquelle un feu s'est déclaré spontanément à bord et puis il y a une autre version. Il n'a pas élaboré sur l'autre version, mais il a quand même reconnu publiquement qu'il y avait 2 versions là-dessus. Et il faut aussi se rappeler une chose, c'est que le propagandiste en chef, Vladislav Surkov, a vraiment disparu. Et cet homme est vraiment important parce qu'il était aussi l'auteur de toute la propagande autour de la Crimée. Il était à Kiev au moment du Maïdan et on pense qu'il a coordonné les snipers du Maïdan. Donc c'est vraiment une figure vraiment importante dans toute l'histoire de la propagande ukrainienne qui a disparu, semble-t-il, emprisonné. Yves Tréhard, je vous vois extrêmement studieux, vous écoutez les experts militaires, notre ancien espion du KGB, le général Patrick Duthardt. Se pourrait-il qu'il y ait donc une espèce d'empressement côté russe, parce qu'on sent qu'il faut marquer quelques petits points, tout petits points avant l'apocalypse. Se pourrait-il qu'il y ait des premières lézardes et des premières fissures, mais des vrais cette fois, parce que quand sur la première chaîne de télévision d'État, une chaîne de propagande absolue, on ose douter, enfin, c'est comme si, pardon pour le parallèle un peu lourdingue, mais c'est comme si Goebbels doutait en 1942, quoi. Ça paraît totalement fou. Bon, donc est-ce que vous sentez que ça bouge un peu, que ça se fissure ? Je ne sais pas, parce que c'est un peu tôt pour le dire, on verra. Et là, en fait, c'est la bataille décisive, là. Hein. Si Vladimir Poutine... moi, j'ai aucune... si Vladimir Poutine gagne parce qu'il peut gagner, attention, on n'est pas à l'abri d'une victoire, si, contrairement à ce qui est dit ici ou là, ce qui est tout à fait crédible d'ailleurs, hein, mais la Russie arrive à prendre la main sur le Donbass, il aura déjà remporté une victoire. Et cette victoire, elle pourra peut-être être affichée d'ici au 9 mai. J'en doute. Mais bon, ça peut se produire. Et à ce moment-là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que s'il arrive à mettre la main sur le Donbass, est-ce qu'il s'arrête là ? Est-ce que, finalement, c'est ce couloir qui lui permet d'accéder à la Crimée et qui lui fait défaut jusqu'à présent, même y compris pour l'alimentation en eau, d'ailleurs, de la Crimée, il avait besoin de cela. Ouais. Ou est-ce qu'il va au-delà ? Parce qu'on a toujours dit que, finalement, jusqu'à présent,
il voulait la destruction totale de l'Ukraine, Oui. pour deux raisons. D'abord, pour que l'Ukraine ne renvoie pas à l'opinion russe l'image d'un pays développé, démocratique. Et puis, deuxièmement, parce qu'il a cette aspiration, justement, à ce que la Russie, eh bien, ait ses marges, la main sur ses marges. Et d'ailleurs, on voit que Absolument. les frappes se poursuivent à C'est son Lviv, dans étranger l'Ouest. proche. Et Oui, à mais Kiev. ça c'est logique. Parce que s'il a commencé son offensive ce soir, pour commencer cette offensive, il faut qu'il affaiblisse justement les possibilités de renfort ukrainien qui se trouvent dans l'ouest du pays et où probablement les Occidentaux, enfin les Américains et les Européens, font passer des armes, si Ouais. vous voulez. Ouais, ils ont visé des usines, effectivement, des usines militaires. Ils savent très précisément, l'approvisionnement. comment ça se passe. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir d'ici à quelques jours, et on le saura, dans quel état, justement, est le terrain dans le Donbass, parce que ça dira si eh bien, il peut gagner ou pas. Donc là, ça va être tapis de bombes pendant plusieurs jours. Ça va être tapis de bombes. Là. Ça, c'est un vrai risque, notamment avec le chef d'état-major, le nouveau chef en charge des opérations, qui vient de son expérience en Syrie. C'est un vrai risque qu'effectivement, ce soit des tapis de bombes qui soient envoyés. Ouais. Il joue gros, là, Vladimir Poutine. On sait que Kiev, ça n'a pas tellement fonctionné jusque-là. Il y a eu un repli des troupes. Si on rappelle ce qui s'est passé il y a quelques jours, repli des troupes vers l'Est pour se concentrer dans le Donbass. Là, on imagine que Vladimir Poutine se dit « il faut que j'ai le Donbass, sinon, en gros, je me décrédibilise, non ?» Pour moi, il ne joue gros que par rapport à son opinion interne. Personne ne va le démettre de l'extérieur. Ça ne peut venir que de l'intérieur. Là, effectivement, il joue gros s'il y a des événements majeurs comme le Moskva qui commence à faire tache d'huile. Quelle que soit l'offensive, je ne pense pas. Sauf si vraiment il y avait une contre-offensive qui repousse tout le monde. Je pense plutôt à un statu quo, mais c'est les heures qui viennent, c'est pas les jours, c'est les heures qui viennent vont être très difficiles. À la Poédie. Et je pense qu'il joue gros, mais aussi par rapport à son armée, parce qu'il est en train de détruire l'armée russe, qui a perdu déjà beaucoup de moyens et militaires et humains. Et surtout, là, l'offensive de Donbass, oui, on voit que depuis le 24 février, les objectifs affichés de la Russie ont changé au moins une dizaine de fois concernant l'Ukraine. Et le dernier que nous avons entendu, c'est enlever, détruire quelques bataillons de nazis qui sont dans le Donbass. Donc vraiment, les objectifs se sont réduits drastiquement. Et quand on voit la situation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va gagner? Rien, pas grand-chose par rapport à avant début de la guerre. Donc il va retrouver peut-être un peu plus de localité, mais ça ne sera pas vraiment à la fin de la guerre. Alors juste vous disiez un instant, parce qu'on voulait juste quand même vous montrer quelques images. Vous parliez d'un tapis de bombes. Eric, notre envoyé spécial Michel Scott avec Frédéric Petit et Noélie Claire parle d'une intensification des frappes là, depuis quelques heures. Ils sont sur la ligne de front juste au-dessus justement du Donbass et en dessous d'Izium. On vous a montré sur la carte à Barvinkov. On écoute son récit. Nous sommes dans la zone de Barinkovier. C'est une zone qui est juste au sud d'Izium, qui est tenue par les Russes. Si les troupes assaillantes veulent encercler l'armée ukrainienne dans cette poche du Donbass, eh bien, il faudra qu'ils passent par ici. Donc c'est une ligne de front. Elle est bombardée, en fait, à intervalles réguliers depuis maintenant plusieurs heures sur le village, mais alentour également. Alors pour l'instant, on ne sait pas si toute l'offensive a été lancée, mais il est certain que la puissance de feu va augmenter du côté des Russes dans les toutes prochaines heures, dans les tout prochains jours, s'ils veulent effectivement enfoncer les lignes ukrainiennes. Encore une fois, hein, on salue tous les soirs les équipes d'LCI et TF1 qui sont sur place. Nous avons des équipes de reporters qui sont absolument exceptionnelles et qui nous nourrissent en informations depuis plus de 50 jours. Vous vouliez rajouter quelque chose, Yves Tréhard ? Tout petit mot qui a son importance. On ne voit plus Poutine. Ça vous a pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué? Il était omniprésent au début de l'offensive. Au début de l'offensive, il y a 6 semaines maintenant. Vous ne le voyez plus à la télévision. Et ça peut vouloir dire quoi, ça? Intéressant. Et c'est les mêmes images qu'on recycle. Oui, c'est les mêmes images d'ailleurs que la télévision russe, experte dans le sujet. Cette image, elle date d'à peu près un mois, par exemple. C'est quand sa réunion avec les hôtesses de l'air d'Aéroflot.
L'autre image qu'on a vue, elle date d'à peu près un mois et demi Parce aussi. que finalement, vous confirmez, il apparaît très peu, il est moins. absent. Comment l'interpréter La semaine ça dernière avec Loukachenko. Il est paru hier parce qu'il a fait une déclaration sur la situation économique. Il a parlé d'inflation, il a parlé de... tiens, ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'en fait, il a compris aussi que la population russe commençait à ressentir économiquement les effets de la guerre. Et donc, du coup, 200 000 emplois du fait des entreprises étrangères qui partent. 200 000 emplois, hop, en 8 jours, supprimés en Russie. Surtout, inflation. Disparition de certains produits. Et après, donc, ça, c'est quelque chose que les Russes, en fait, les emplois, on ne les voit pas. Parce qu'il n'y a que les gens qui étaient employés qui le voient. Mais la population voit dans les magasins que tout a augmenté. Et tout a augmenté. Il y a certains produits qui ont doublé, triplé de prix. Et donc là, il était obligé de le dire. D'ailleurs, il est intervenu en disant on va indexer tout ce qui dépend du budget. On a indexé les retraites, les soldes, les salaires. Voilà, donc par rapport à ça, c'est très important. Et en même temps, il y a la présidente de la Banque centrale qui a dit, avec mes ressources, avec mes réserves que je possède seulement la moitié de mes ressources, j'ai que l'or et les yuans, tout le reste est bloqué, je ne peux rien faire. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle passe son temps depuis 3 mois à le contredire. Et donc, c'est pour vous dire que c'est pas un bloc, hein. C'est pas un monolithe. Elle voulait démissionner, il ne l'a pas laissé partir. Oui. Alors, on va aller retourner sur le terrain. C'est important. Retrouver Charline Hurel avec Jérôme Marcantetti. Charline, on le disait donc, c'est le début de la bataille pour Donbass. Information confirmée par Volodymyr Zelensky il y a quelques minutes. C'est un coup porté à l'Ukraine ce soir, même si ça fait des semaines qu'on s'y attendait finalement. Exactement, le président Zelensky qui prévient que l'offensive serait imminente, en tout cas dans l'est du pays. Et ce soir, il l'annonce, c'est en tout cas le cas. Alors justement, pourquoi cette région est si importante? Déjà, il faut juste faire quelques points d'histoire, si vous le permettez, parce qu'il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une vague d'immigrants russes extrêmement importante dans la région. Et puis, dans les années 50, l'URSS a banni la langue ukrainienne dans l'enseignement. Tout cela qui explique qu'il y ait une population en majeure partie russophone dans le Donbass. Et puis, on le disait justement stratégique, parce que si la Russie, par exemple, prend la ville de Mariupol, elle confirme son assise sur la mer d'Azov. Et puis aussi, ça lui permet d'avoir une jonction terrestre avec la Crimée, dont elle a le pouvoir désormais. Et puis un coup porté économiquement, parce qu'ici on a l'habitude de dire que l'Ukraine c'est le grenier de l'Europe, à l'ouest le blé et puis à l'est l'acier, le charbon, notamment cette région du Donbass qui en est une richesse minière. Donc vous le voyez, cet assaut n'est pas fait pour rien, et puis ce serait évidemment un coup porté à la fois militaire, vous l'avez compris, mais aussi économique. Il est mort, mais on ne sait pas pourquoi. Merci beaucoup Charline Hurel. Vous souhaitiez réagir, Renaud Pilat, oui, non, sur les armes, c'est ça oui, la pression pour obtenir des armes face à ce conflit qui s'intensifie. Oui, parce que juste un mot diplomatique, on voyait hier, et on le voit ce soir encore, il y a des déclarations d'officiels qui demandent de plus en plus d'armes. Zelensky, depuis 2-3 jours, vous savez, avec ce fameux emploi ou non du mot génocide, avait montré son insatisfaction vis-à-vis d'Emmanuel Macron en disant quelque part qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'engagement de la part de la France. Les anglo-saxons poussent avec, on le sait, il y a de plus en plus de livraisons d'armes de la part des États-Unis. Et il me semble que si on a dans les heures et les jours qui viennent, est-ce qu'on va avoir des images du front de la guerre ? Vraiment pas sûr. On n'a quasiment pas d'images depuis le début des fronts de guerre, du côté ukrainien comme du côté russe. Mais si ça dure, il va y avoir une pression de plus en plus forte sur les livraisons d'armes, sur également, on en parle moins depuis quelques jours, mais sur l'embargo du gaz russe. Et je peux vous dire que hier soir sur LCI, Thierry Breton était sur ce plateau, commissaire européen, qui regarde tout ça jour après jour et qui confiait que la pression que va mettre désormais Bruxelles et d'autres pays européens sur l'embargo du gaz russe va être très importante. Livraison d'armes pour essayer de donner aux Ukrainiens ce qu'ils veulent. Avec cette bataille qui va être essentielle, c'est la bataille. Mon général, justement, ce week-end, sur ce sujet des livraisons d'armes, Vladimir Poutine s'est un peu agacé et Zelensky a dit qu'il ne serait pas fou que Poutine utilise une arme nucléaire tactique dans ce conflit.
Il a remis la question nucléaire tellement anxiogène pour le monde entier, en particulier pour les Européens, sur le tapis. Zelensky lui-même a dit, voilà, on l'a le son de Zelensky, on va l'écouter. Zelensky. Nous ne devrions pas attendre le moment où la Russie décidera d'utiliser ses armes nucléaires. Le monde n'a pas besoin d'attendre, il doit s'y préparer. Se préparer de différentes manières, fabriquer des antidotes, des abris anti-bombes. Mais il faut aussi leur parler, signer des documents et faire pression sur leur économie de manière à ce qu'ils n'y pensent même pas. Voilà ce que je veux dire. Ils peuvent avoir recours à n'importe quelle arme, j'en suis sûr, et vous ne pouvez pas leur faire confiance. Alors quelles sont les garanties de sécurité pour nous ? Bon, mon général, alors il y a pour ceux qui n'y connaissent rien, et j'en fais partie, il y a plusieurs niveaux parmi les milliers d'ogives nucléaires qui se trimballent sur notre belle planète. Et il y a des petites bombes nucléaires tactiques qui auraient la puissance à peu près comparable à celle d'Hiroshima, c'est-à-dire qui sont très peu puissantes, susceptibles de détruire une région, une ville, pas plus. Voilà. Et après, il y a des ogives nucléaires qui peuvent détruire un pays tout entier. Et il parle plutôt de ça, là, de cette première catégorie d'armes nucléaires tactiques. Absolument, les forces de l'ex-URSS étaient les seules à avoir ce genre d'armement. On avait été très surpris à la fin de la guerre froide de découvrir des plans d'attaque des bases aériennes de l'OTAN au travers d'obus nucléaires tactiques. C'est-à-dire qu'ils puissent détruire une base aérienne. Donc ça, on était assez surpris de voir que c'était un peu dans la stratégie de l'ex-URSS soviétique. Donc aujourd'hui, évidemment, il ne faut pas prendre à la légère la possibilité de ce genre d'action. Je pense qu'on n'en est pas là. Mais c'est vrai que Poutine était très irrité par les Américains, par les déclarations de Biden avec le renforcement, les 800 millions et de nouvelles armes et de la formation des Ukrainiens. Pour la première fois, ils ont fait envoyer une note diplomatique en disant attention, ce n'est pas neutre. Hein. Enfin, les termes étaient un peu plus forts que cela. Hein. Je ne sais pas si vous les avez en archive. Et effectivement, on ne peut pas prendre ça à la légère lorsqu'on a quelqu'un qui, en face de nous, a 6000 ogives nucléaires. Et on va développer ce point dans un instant, mais juste avant, il est 23h, nous sommes en direct. Bienvenue si vous nous rejoignez. On vous rappelle l'information principale de cette soirée. Les autorités ukrainiennes qui annoncent le début de l'offensive russe dans l'est du pays. Il y a des combats, notamment en ce moment à Roubijné et Popasna, c'est dans la région de Lugansk, dans le Donbass. Voilà ce que dit le gouverneur ukrainien de cette région sur Facebook, c'est l'enfer. L'offensive a commencé, celle dont on parle depuis des semaines. Il y a des combats à Roubijné et Popasna, des combats incessants dans d'autres villes pacifiques. Information confirmée par Volodymyr Zelensky, on l'écoute. Nous pouvons maintenant affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, pour laquelle ils se préparent depuis longtemps. Une très grande partie de l'ensemble de l'armée russe est désormais consacrée à cette offensive. Avec Samantha de Bender, on a parlé de combats dans ces villes que vous avez évoquées, hein, mais vous me disiez que, d'après vos renseignements, il y a beaucoup de villes du Donbass, de l'est de l'Ukraine, qui sont en ce moment bombardées avec des tapis de bombes, comme s'il s'agissait d'un travail préparatoire de l'artillerie russe avant d'engager peut-être des chars ou, que sais-je, des fantassins. Oui, depuis que je suis sur le plateau, j'ai reçu des messages, bon c'est sur Twitter, c'est Bellingcat, qui est donc une agence de journalistes d'investigation qui est vraiment parmi les plus réputées du monde, que Kharkiv et Mykolaiv, donc on a le nord et le sud, sont bombardements intenses. Deuxième message que j'ai reçu il y a quelques minutes, c'est Kherson aussi est en train d'être bombardé massivement. Et puis sur cette question des armements, il y a une chose qui se passe en Russie aujourd'hui, c'est que sous l'effet des sanctions, il y a certains types d'armes aujourd'hui qui ne peuvent plus être construits parce qu'ils n'ont plus les pièces détachées. Alors, d'un côté, ça peut paraître une bonne nouvelle parce que si l'armée russe commence à manquer d'armement, eh bien, ça va ralentir l'offensive. Malheureusement, ça peut aussi être une mauvaise nouvelle parce qu'il y a toujours l'alternative nucléaire qui pourrait peut-être être envisagée si vraiment il y a une frustration trop intense. Donc, moi, je préfère vraiment qu'on reste calme sur cette histoire nucléaire parce qu'il n'y a pas encore de signaux qui montrent que ça se prépare. Comme je le répète presque à chaque soir, une arme nucléaire ne peut pas être démentie par la Russie. Et comme la Russie aime démentir toutes les atrocités qu'elle commet, que ce soit Boutcha, que ce soit même démentir un navire qui coule, une arme nucléaire, ils seront obligés d'avouer que c'est eux qui l'ont fait. Donc pour moi, ce serait vraiment l'ultime recours. Vous avez vu
d'ailleurs que Vladimir Poutine a décerné un prix, un titre honorifique aux responsables des massacres de Boutcha, au titre de l'héroïsme de la 64e brigade de fusiliers motorisés. Le général réagit, Patrick. Non, il faut dire à une unité que l'on soupçonne d'avoir fait ces atrocités. On peut retrouver ces gens. Pour moi, ce sont des petits groupes, ils ne sont pas énormes. C'est tout simple, ce sont les premières unités qui ont été héliportées à Gostomel le premier jour. Ce sont probablement ceux-là qui sont responsables. Et avant de dire que ce sont tous les autres, non, c'est pas vrai. Il faut trouver ces gens-là. Et on doit pouvoir les trouver avec les moyens de renseignement modernes. Et voilà ce que dit Vladimir Poutine, peut-être. Les actions habiles et décisives de tout le personnel de la brigade lors de l'opération militaire sont un modèle d'exécution du devoir militaire, de courage, de détermination et de grand professionnalisme. Au fait, pour vous expliquer cette action, chez nous, dans l'armée, enfin chez nous, en Russie, je ne sais plus comment dire, parce que chez moi, c'est en France, chez nous. Et donc en Russie, dans l'armée, il y a une distinction qui est, quand il y a une unité qui a commis un acte d'héroïsme, on la propulse, on la nomme une unité de la garde. Et donc c'est ce nom de la garde qui a été octroyé par l'occasion de Poutine à 64e brigade des fantassins motorisés, voilà, c'est ça le truc. Et effectivement, on pense tout de suite, parce que c'est elle qui était au nord de Kiev, et on pense tout de suite à ces exactions à Borodianka, à Boutcha, etc. Après, effectivement, on n'a pas encore mis les noms exacts sur les personnes qui ont fait ces massacres. Mais Sergueï, est-ce que c'est cette brigade, est-ce que tu penses que c'est celle qui a accompagné les 60 km de blindés ? C'est ça, en fait. Ça ressemble à ça, parce que celles qui ont été héliportées, ce sont des forces spéciales. Au début, oui. Enfin, alors ceux qui étaient, voilà. Donc, ont été éliminées pendant le reportage. Pas toutes, mais il y a eu toutes les unités qui ont participé dans les massacres à Boutcha, Gostomel, à Vorzel. Ils ont déjà identifiés par les Ukrainiens. C'est leur nom. Oui, ils sont déjà identifiés. Donc, on connaît les noms, on connaît les adresses. Et même il y a un site aujourd'hui où on affiche même les photos, leurs profils des réseaux sociaux, etc. Donc aujourd'hui, ils sont identifiés. Ils ne sont pas forcément la brigade motorisée. Oui. Ce qui est important avec ce geste de Poutine, c'est qu'en quelque sorte, c'est une provocation. C'est quand même une provocation. Ça veut dire qu'une unité qui est soupçonnée, même si on ne peut pas l'accuser formellement actuellement, qui est soupçonnée avec une forte présomption d'avoir participé à des exactions, à des massacres de civils, est nommée unité de garde par Vladimir Poutine. Et ça, c'est une provocation qui est dirigée vers l'Est, vers l'Ouest, mais qui est dirigée aussi à l'intérieur du pays, parce qu'on a perdu Moscou, donc il fallait avoir fabriqué... Finalement, on se débrouille plutôt pas mal. En fait, il a fabriqué des héros. Vous savez que